de façon très claire, quels sont aujourd'hui les impacts des pesticides sur nos organismes? On va plomber la séance là tout de suite. Oui, c'est pas gai. Non, c'est pas gai. Donc, en fait, je vais parler au nom de l'expertise collective de l'INSERM. Et collectif est important parce qu'il faut réunir beaucoup de spécialités dans ce domaine pour avoir une expertise objective. Il y a pas mal d'impacts de pesticides sur la santé. Je parle de pesticides en général, hein, je ne parle pas d'une voie d'exposition particulière. On va en parler de 3 principalement. Il y a bien sûr certains cancers, que ce soit des cancers hormonodépendants comme celui de la prostate ou de cancers non hormonodépendants, c'est le lymphome non-hodgkinien par exemple. Il y en a d'autres, mais ceux-là, il y a des arguments assez forts. Il y a les maladies neurodégénératives, et notamment la maladie de Parkinson au premier lieu, d'autres aussi, mais enfin, surtout la Parkinson. Et puis il y a le développement neurocognitif de l'enfant. Et là, il y a plusieurs aspects. Il y a disons la lecture, le QI, et puis ça va jusqu'à de l'agitation. Et dans certains cas qui ne sont pas encore assez suffisamment, disons, substantiés, peut-être des formes d'autisme. Donc voilà les choses les plus importantes. Alors tout dépend de la cible à qui on s'adresse, du type de population observée. Bien sûr, enfin, je veux dire, la plupart des études, en fait, sont faites chez les agriculteurs, hein, ou dans les familles des agriculteurs. Hein. C'est là qu'on a le plus d'arguments épidémiologiques pour dire qu'il y a tel ou tel effet. Parfois, c'est en population générale. Le développement neurocognitif, ça a été pas mal fait en population générale, mais ce sont en fait les utilisateurs, en tout cas principaux, qui sont disons, les premières victimes de ces substances. Mais on peut avoir des différences. Par exemple, la population des agriculteurs, il y a un impact sur certaines maladies et pas sur d'autres. Bien sûr. Enfin, on ne va pas avoir toutes les maladies. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a une exposition. Tout ça, c'est une question d'augmentation du risque d'avoir certaines pathologies. On n'est pas dans le domaine du tabac, hein, où l'augmentation, c'est de 40 fois. On est dans des domaines d'augmentation du risque qui peuvent varier de 2 fois, 3 fois. Mais c'est quand même suffisamment important pour que ce soit visible et statistiquement significatif. Et on associe à ça des études expérimentales pour donner plus de crédit à ces observations. Alors maintenant, on resserre un peu le focus et on s'intéresse à l'inhalation. Quels sont un peu les impacts? Alors, c'est moins étudié parce que c'est beaucoup plus facile, disons. Ce qu'on fait en épidémiologie, c'est on va avoir une population exposée. Elle peut être exposée par inhalation, mais elle peut aussi consommer une alimentation ou boire de l'eau qui est contaminée. On n'a pas nécessairement l'origine exacte de la contamination. Parfois, on dose dans le sang, mais dans le sang, ce qu'on a, c'est la résultante de tout ça. Alors, donc, la plupart de ce que je vous dis concerne les effets des pesticides en général. La part de l'inhalation par rapport aux autres, c'est plus difficile pour moi de l'affirmer parce que c'est moins étudié, en fait. Mais il y a des modélisations mathématiques qui se développent de plus en plus. Bon, je pense que des projets comme ceux qu'on vient de voir et bien d'autres permettent d'avoir des modélisations qu'on appelle cinétiques pour savoir d'où viennent l'origine des différentes origines de ce qu'on retrouve in fine dans l'organisme, et on avance un peu plus dans ce domaine-là. Vous manquez d'infos, mais on peut extrapoler ou pas? Alors, quand on manque d'infos, on essaye d'extrapoler tout en donnant à chaque fois, disons, un poids des preuves dont nous disposons. Nous, on n'est pas là pour affirmer des choses quand on n'a pas des arguments, mais avec les modèles cinétiques qu'on a, on peut quand même dire que les différentes sources d'exposition jouent un rôle. On a plus de mal de vous dire que 20% de l'effet vient de l'inhalation et 80% de l'alimentation ou autre. Ça m'est très difficile. Mais en gros, le message, c'est que si vous vivez dans un site où il y a des expositions, sans doute vous allez être exposé et que ça joue un rôle qui est significatif. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'il y a des effets qui modulent l'impact donc, que peuvent avoir les pesticides sur la santé. Par exemple, l'alimentation. C'est quelque chose de plus général que ça. En fait, en général, nous, on s'intéresse à ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions, que ce soit par des pesticides, d'autres produits chimiques, mais aussi l'alimentation, mais aussi les stress psychologiques, mais aussi le bruit, etc., etc. Donc, on essaie d'avoir une vision un peu globale des effets. Et pour reprendre, par exemple, les déséquilibres alimentaires, il y a des arguments à la fois épidémiologiques, mais aussi expérimentaux, pour dire que si vous avez une alimentation déséquilibrée, et en plus de ça, vous êtes exposé à certains produits chimiques, dont les pesticides, les conséquences vont être plus graves. Les études que j'ai en tête, c'est surtout sur, par exemple, les pathologies hépatiques. Vous savez que les pathologies hépatiques se développent à une vitesse assez importante au niveau mondial, comme l'obésité et toutes les maladies métaboliques. Et la combinaison
mauvaise alimentation déséquilibrée, très riche en gras, en sucre, etc., et exposition à des polluants, à des contaminants, entraîne des effets beaucoup plus marqués que chacune des sources seules. On ne sait pas l'expliquer encore, pour l'instant. On commence à comprendre quand même, parce qu'en réalité, toutes ces substances chimiques modifient le métabolisme, notamment le métabolisme dans le foie, et comme l'alimentation, ces déséquilibres alimentaires entraînent aussi une modification, on commence à voir un peu plus clairement pourquoi il peut y avoir ce type de combinaison qui semble synergique ou additive, peu importe, mais en tout cas, les deux ensemble sont plus graves que chacun tout seul, et on commence à comprendre pourquoi. Et là encore, si on fait du sport, c'est encore mieux. Mais là, c'est mieux en général. Mon général, le sport a un effet. L'activité physique en général, on ne demande pas nécessairement du sport en salle de sport. Enfin, je veux dire, marcher, 10 000 pas, faire un peu de natation, etc. C'est bien en général pour beaucoup de pathologies. On n'explique pas nécessairement complètement, mais le fait de faire de l'exercice modifie toute une série d'effets, disons, hormonaux ou de neuromédiateurs dans l'organisme. Le métabolisme est modifié. Et c'est positif en général, en particulier quand vous avez des expositions, ça atténue. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut se faire exposer à tout et n'importe quoi et on fait un peu de sport et c'est fini. C'est certainement pas le message que je vais donner ici. Mais en tout cas, le sport joue un rôle général et donc on vous le recommande. Merci beaucoup. Emmanuelle, quels sont les suivis donc, que vous réalisez? Je rappelle que vous êtes directrice d'Atmo Grand Est. Concrètement. Alors concrètement, en préalable, il faut bien avoir en tête que tout ce qui relève donc du suivi des pesticides dans l'air n'est pas réglementé. Pourquoi ? Parce qu'on a cru pendant très longtemps que tout ce qui relevait de la présence des pesticides dans l'air était inexistante, voire nulle. Les premières mesures ont été réalisées dans des eaux de pluie, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à étudier, à analyser. Et effectivement, on a observé qu'il y avait très peu de pesticides, quasiment aucun. Donc on en est resté là, sauf qu'au début des années 2000, au sein des associations de surveillance de la qualité de l'air, un certain nombre d'administrateurs, de membres, on évoquait effectivement le sujet sociétal, ont demandé aux associations de faire des campagnes pour voir un petit peu localement ce que l'on pouvait obtenir. Et au fur et à mesure de ces études, donc il y a effectivement 3 régions qui ont été pionnières sur le sujet, la Champagne-Ardenne, la région Centre et puis anciennement la région Poitou-Charentes, qui ont donc développé, qui font des mesures depuis une vingtaine d'années, qui a permis de consolider des diagnostics. Et progressivement, l'ensemble des associations de surveillance de la qualité de l'air, effectivement, ont mené ce type d'études. Et puis on est arrivé en 2018-2019 par une prise en compte par les autorités, puisqu'il y a eu la campagne nationale exploratoire, qui a permis de réaliser une étude sur l'ensemble du territoire avec des protocoles similaires, des objectifs identiques, et de pouvoir assurer une comparabilité de ces résultats entre les différentes régions et différents territoires. Et par rapport à ce que vous évoquez, il est clair qu'en regard des interrogations qui sont posées au niveau sanitaire à la porte d'entrée, c'est de pouvoir documenter suffisamment et correctement l'exposition aux pesticides et donc de connaître les niveaux de concentration. Et c'est tout le travail qui est réalisé par les associations. Nous ne sommes pas des ingénieurs sanitaires, mais uniquement des métrologues. Donc voilà. C'est le travail que nous réalisons. Parlez bien près du micro, Robert. Ça, c'est fondamental parce qu'on peut associer à ce type d'observation des études expérimentales. Maintenant, on a des espèces de chambres, si vous voulez. On peut mettre dans ces chambres-là une composition de l'air particulière, exposer par exemple des animaux ou des cellules et voir quel est l'effet. Donc, la relation entre observation dans les faits réels, quoi, voilà, et puis expérimentation avec ces données-là est fondamentale pour qu'on puisse avancer dans ce domaine. Emmanuelle, quand vous mesurez, je ne sais pas, vous avez des aspirateurs, c'est comme la pollution, comment vous faites? Alors, aspirateur, oui, c'est vrai que... Parlez bien en face du micro, pardon. C'est beaucoup plus compliqué de prélever de l'air que de l'eau ou du sol. C'est la raison pour laquelle, effectivement, les pesticides ne sont pas réglementés dans l'air. Il y a aussi des contraintes techniques et en termes de prélèvement pour garantir des données qui soient fiables. Donc on utilise des préleveurs en fonctionnement actif. On aspire l'air, l'air passe à travers un filtre, on prélève quelque part la fraction particulaire et ensuite à travers une mousse en polyuréthane pour récupérer la partie gazeuse. Donc les échantillons sont récupérés par les associations. Donc, suivant un mode différent, soit on travaille sur des prélèvements hebdomadaires pour principalement des suivis d'exposition chronique, soit sur des prélèvements journaliers en cas plus de problématiques de pic. Les échantillons sont envoyés en laboratoire et ces derniers donc extraient les échantillons, les fusionnent ensemble
puisqu'on fait une analyse globale de la teneur en substances actives sur ces prélèvements. Laurent Rouillet, vous êtes élu à la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Pourquoi Repère en Grand Est? C'est un super projet, Repère. Ça a permis de faire un pas de plus. Voilà. Alors pourquoi Repère naturellement dans le Grand Est? Parce qu'entre les chambres d'agriculture et Atmo, il y a une histoire. Et c'est surtout une histoire d'homme. C'est pas moi qui l'ai construit, c'est mon prédécesseur, hein. Antoine Henrion, qui était le président de la Chambre de Moselle, et Guy Berger, qui est aujourd'hui président national, mais qui était président territorial, on va dire ça. Et on avait commencé sur le périmètre Lorraine à travailler sur nitrate et ammoniac. Azote, pardon, et ammoniac. Et donc, tout naturellement, quand Repère a pris une dimension plutôt nationale, le Grand Est s'est intégré dans cette réflexion plus phytosanitaire. Et puis, on avait la culture aussi, hein, parce que c'est vrai que, Luc en a un petit peu parlé, il y a 15 ans, vu du monde agricole, les ASCA, c'était pas que des amis. On va pas se raconter d'histoire. Mais on a appris à se connaître, à s'appréhender. Et on a, je pense, des beaux projets et une belle histoire à raconter ensemble. Alors, ensemble auprès de la société civile, hein, comme ça vient d'être précisé, mais aussi auprès de nos agriculteurs. Et je pense que la boucle est bouclée. On travaille sur l'eau, on travaille sur les sols. Il faut impérativement qu'on travaille sur l'air pour avoir une approche vraiment globale de l'accompagnement de nos agriculteurs à essayer de limiter l'impact de notre activité sur notre environnement proche. Et c'est aussi important effectivement de travailler sur ce sujet en forte collaboration pour que la profession puisse appréhender les données. Les données sont complexes. On se rend compte qu'il y a une très grande variabilité au niveau du diagnostic dans l'espace, dans le temps. C'est compliqué pour la profession aussi et pour des agriculteurs sur le terrain, en local, de pouvoir appréhender ces données et de pouvoir les utiliser à bon escient pour justement favoriser la réduction des émissions et comprendre aussi derrière ce qu'il y a. Alors, ce qui est intéressant concernant le compartiment air, c'est que c'est un compartiment qui est très réactif, contrairement à l'eau, au sol. Donc, l'intérêt, c'est que la mise en œuvre d'actions qui peuvent être déployées sont immédiatement, quasiment suivies via les mesures en concentration dans l'air. Donc, avec une stratégie adaptée, on peut vraiment bien accompagner les politiques de réduction qui peuvent être mises en œuvre. Alors c'est réactif, Laurent, le compartiment air, mais on connaît réellement comment se passe justement la migration de ces molécules dans l'air? Laetitia, vous l'a un peu évoqué dans la présentation, hein. On a la volatilisation et la dérive. Bon, la dérive, on l'appréhende depuis de nombreuses années avec... c'est majoritairement lié à la... conditions météorologiques au moment de l'application. On évolue également dans nos matériaux par rapport à tout ce qui est matériel adapté, bus adapté, pression. On a beaucoup travaillé également sur la partie viticole. Et alors ça, on arrive de façon assez fine à accompagner les agriculteurs pour limiter cette dérive-là. Mais la volatilisation, on était sur une programmation de 4 ans. Et on est resté un petit peu sur notre fin. Donc on voit un peu quelques pistes de réflexion et d'accompagnement. Mais pour être beaucoup plus fin dans l'accompagnement de nos agriculteurs, je pense que il y a encore un petit peu de recherche et développement à mettre sur le sujet de la dérive. Quand vous parlez conditions météo se levant essentiellement, qu'est-ce qui reste encore à connaître justement? Qu'est-ce qui manque encore? C'est justement ce qu'on retrouve à moyen long terme dans l'air. Pourquoi on le retrouve? Alors pourquoi on le retrouve? Il y a différents facteurs, hein. Il y a le facteur météorologique bien sûr, mais il y a beaucoup aussi, et ça on l'a mis un petit peu en évidence de façon collective, c'est la composition de nos produits phytosanitaires, les molécules sur lesquelles on travaille avec, et potentiellement tout ce qu'on peut travailler en annexe, hein, qui est des adjuvants, tout un tas de produits qui rend plus efficient le produit. Et puis peut-être le premier, mais ça paraît naturel, mais c'est bien de le dire aussi, c'est utiliser le produit au bon moment et limiter cette utilisation quand, le cas échéant, on n'en a pas besoin. Donc tout ça, c'est aussi un travail qu'on fait alors sur la qualité de l'air, mais aussi sur la qualité de l'eau à travers le plan éco-phyto. Et on voit quand même qu'au niveau utilisation des produits phytosanitaires de façon globale au niveau national,
la tendance va plutôt dans le bon sens, même si on a encore du chemin à faire. Hein. On va pas se raconter d'histoire, mais voilà, la prise de conscience est là auprès de nos ressortissants agricoles et on essaye de les accompagner au mieux pour aller encore plus loin avec tout ce qui l'environnement qui est présent au quotidien auprès de notre métier. Robert. Alors, il y a un vrai sujet là-dessus sur le changement climatique, parce que un des impacts du changement climatique, ça va peut-être être un changement de la répartition des différentes substances et de la volatilisation des substances, de leur adhésion à certaines, de leur dégradation ou pas, etc. Donc, il y a un véritable sujet qui n'est pas très simple, mais qui est aussi posé quand les gens réfléchissent sur les impacts du changement climatique. Ça fait partie du sujet. Laurent, ça ne peut pas être forcément simple parce qu'il faut traiter la nuit à cause des abeilles, il faut traiter au bon moment en fonction du vent. Aujourd'hui, il va y avoir des fenêtres de traitement très précises. Oui, effectivement. On se dote aujourd'hui d'outils de pilotage. On a fait un gros déploiement sur le périmètre Grand Est de stations météo pour donner justement toutes ces indications-là auprès de nos agriculteurs et essayer de traiter de façon optimum. Il y a tout un suivi parallèle de ça, des vidéosurveillance sur la qualité et la santé de nos cultures et essayer de faire au mieux les déclenchements de produits phytosanitaires ou, si le seuil n'est pas atteint, justement de ne pas en faire. Et aussi, derrière, effectivement, oui, c'est la contrainte entre... Alors là, on est le volet abeille, on est beaucoup sur des plantes à floraison et notamment colza tournesol. On a la contrainte aussi abeille avec des traitements la nuit et globalement parce qu'on va jusqu'au bout aussi au niveau du conseil, plus un produit est positionné de façon optimum, on l'espère et on est quasiment sûr, le seuil d'investissement ou de rentabilité de l'investissement de ce produit n'en est que meilleur. Donc, on sensibilise aussi sur le volet économique, nos ressortissants, par rapport à toutes ces, on va dire, bonnes pratiques par rapport à la qualité de l'air. Donc, vous avez des leviers pour agir. On a des leviers pour agir, mais on n'a pas toute la connaissance encore. D'accord. Et d'ailleurs, sur la connaissance, sur les interactions, Robert, est-ce qu'il n'y a pas des interactions avec les particules aussi, dont on n'a pas parlé? Alors, ça dépend beaucoup de la chimie. Enfin, on est dans un problème chimique. Voilà, des substances comme des pesticides peuvent s'agréger avec des particules et donc ils peuvent ensuite être transportés comme ça, traverser des barrières biologiques comme ça. Donc ça, c'est vraiment une science un peu nouvelle, hein, parce que on voit bien que les particules arrivent à traverser certaines barrières biologiques et on peut les retrouver à différents niveaux dans le corps, à l'intérieur de certaines cellules, peut-être dans le cerveau dans certaines d'entre elles. Donc ça a changé parce que c'est pas tout à fait la même chose d'être sur une particule que d'être une substance libre, une molécule libre et qui traverse les effets. L'autre aspect qui est très actuel, c'est que vous savez que nous sommes beaucoup plus constitués de bactéries que de cellules humaines, hein, ce qu'on appelle le microbiote. Alors, c'est dans l'intestin pour l'alimentation, mais c'est aussi dans les bronches et les poumons. Et ça, c'est le microbiote pulmonaire, il est là et on peut affecter un individu ou d'ailleurs la qualité du transfert en affectant le microbiote. Donc là, c'est un domaine aussi nouveau qui est à l'étude. Ça veut dire que c'est très complexe, il y a beaucoup d'interactions et on est au début de l'histoire. Vous savez, la plupart des recherches, on découvre des mondes nouveaux et donc on essaie de les explorer. Malgré tout, c'est pas pour ça qu'il faut attendre qu'on ait tout fait. On peut très bien agir. Bien sûr, il faut agir de suite. Emmanuel, est-ce qu'il y a dans les relevés des choses qui vous ont surpris, justement, par rapport aux produits observés ou pas, ou ce qui était attendu était là? Alors, le bilan qui a été fait dans le cadre de la campagne nationale exploratoire a donné un certain nombre d'enseignements. Alors certes, c'était une photographie, c'était sur un an, sur une année météorologique particulière, on l'a évoqué, on sait que ça joue de manière directe et indirecte sur les programmes de traitement, sur le phénomène des dérives, etc. Mais en tout cas, ça donne une certaine idée. Bon, globalement, au niveau national, je vais vous parler de 4 substances actives qui sont assez emblématiques. Alors, d'une part, le premier, le lindane. Le lindane est une substance active que l'on a retrouvée de manière quasi systématique sur l'ensemble du territoire à des niveaux très faibles, mais néanmoins en termes de fréquence, c'est le composé qui est le plus fréquemment retrouvé. C'est une sorte de bruit de fond qui se maintient à des valeurs très basses. Il faut rappeler que c'est interdit depuis des années. Voilà, c'est interdit depuis des années, interdit dans le domaine agricole, pas interdit dans d'autres usages.
Et à noter que par rapport au lindane, on a identifié, je crois que j'ai plusieurs collègues qui ont été confrontés à ce problème-là, des mesures en air intérieur dans des maisons avec des charpentes bois apparentes ou des linteaux bois apparents, qui est très développé dans certaines régions, au Grand Est. Et il y a eu des situations réellement très problématiques, avec des niveaux de concentration en lindane extrêmement élevés. Beaucoup plus élevé que ce qu'on trouve en air extérieur. Donc c'est aussi une problématique. Bon, on parle des pesticides au sens large. La Chambre d'agriculture, on parle des produits phytosanitaires, mais au-delà de ça, il y a un vrai questionnement quand même sur l'usage de ces substances en tant que biocide, qui pose aussi question. Le deuxième composé qui a été suivi, c'est le glyphosate, qui a été sujet qui a été beaucoup évoqué. C'était la première fois qu'on faisait ce type d'analyse parce que la chaîne d'analyse est assez complexe. Donc on a travaillé notamment, l'INERIS en l'occurrence, qui a développé la méthodologie. On a eu des premières mesures de glyphosate qui ont été priorisées sur les territoires qui avaient effectivement des données de vente les plus importantes, et puis qui tournent actuellement chez certains de nos collègues dans le cadre d'un suivi national global pesticides depuis 2021. C'est un composé aussi qui est présent de manière moindre en termes de fréquence, mais à des niveaux aussi assez bas. Deux autres composés, je me permets d'évoquer, donc le folpel, fongicide de la vigne, très utilisé pour lutter contre le mildiou, l'oïdium, quasiment incontournable, avec des niveaux qui à une époque, avant les années 2010, pouvaient présenter des valeurs extrêmement élevées. Et donc on les suit depuis 20 ans et ces niveaux ont été quasiment réduits d'un facteur 100. Donc la profession, je me permets, le comité interprofessionnel des vins de Champagne a été assez exemplaire sur ce sujet, parce que réellement, on a observé une diminution d'un facteur énorme de ces composés qui étaient effectivement problématiques. Et le dernier composé qu'on peut évoquer, qui est plus d'actualité, c'est le prosulfocarbe, herbicide grande culture, qui pose un certain nombre de questionnements d'un point de vue local, avec certaines problématiques qui ont émergé et qu'on retrouve de manière assez présente sur l'ensemble du territoire, avec des concentrations qui sont les plus importantes. Alors des niveaux qui sont de l'ordre de la dizaine de nanogrammes mètre cube. Et voilà, c'est le composé le plus significatif. Donc, il y a un enjeu actuellement autour du prosulfocarbe. Merci beaucoup. On va prendre quelques questions. C'est à vous de lever le bras. Je vous donne le micro. Je suis vice-présidente à la région Centre-Val-de-Loire. Je suis aussi ingénieure agronome Paris-Grignon, docteur en écologie et vulgarisatrice pour l'INSERM, le CNRS et le CNES. Donc, mais j'interviens ici en tant que présidente de l'IGER, donc c'est l'ASCA Centre-Val-de-Loire. On est précurseur de l'association pour le suivi des pesticides là, depuis 2006. Au départ, on avait 5 stations de suivi des pesticides. Et là, pour 2023, on n'en a plus qu'une qui est financée par le ministère de l'écologie. Et on n'a aucun financement possible pour les 4 autres stations, qui étaient avant l'ARS et l'Adréal, mais qui ne s'engagent pas forcément. Donc voilà, donc c'est super. On a des données depuis 15 ans. On a une nouvelle molécule comme le prosulfocarbe qu'on voit vraiment apparaître. Avant, on faisait des suivis, beaucoup de mesures au printemps. Et puis maintenant, on les fait aussi à l'automne, parce que le prosulfocarbe... Le nom horrible, il est utilisé à l'automne, et donc maintenant on a décalé toutes nos analyses à l'automne, mais là en fait, on ne va avoir plus qu'une station sur les 5, et sans donner ces suivis, on ne peut pas croiser avec les données de santé, de cancer, de rhinite, et même au niveau cognitif. Maintenant, on voit les effets des pesticides au niveau cognitif, et donc moi je lance une alerte. Je ne sais pas si au niveau du plan éco-phyto, il y a des aides qui sont aussi possibles pour financer ces stations, mais c'est essentiel. Merci. Merci beaucoup. Des sous. Je me permets effectivement de compléter rapidement. Il y a des travaux qui sont inégaux au niveau des territoires. Principalement, il y a des problèmes financiers. C'est le type d'analyse qui coûte le plus cher parce qu'on est analyse en laboratoire avec des niveaux de détection qui doivent être extrêmement bas. On va chercher du nanogramme mètre cube. Les polluants classiques, on est sur les microgrammes. Donc, il y a effectivement une vraie problématique n'étant pas réglementée. Alors, il y a un point obligatoire depuis 2021 sur chaque région, mais un point, c'est pas suffisant au vu de la diversité des diagnostics qu'on peut avoir. C'est un vrai sujet, on est dans un vrai sujet, c'est de la surveillance. Enfin, je veux dire, les données de surveillance. Moi, je suis beaucoup intéressé à la surveillance dans le sang, dans l'organisme, dans les urines. Donc ça, ce qu'on appelle la surveillance chez l'homme. Mais la surveillance dans l'environnement, elle est fondamentale. Et si on n'a pas de données, et surtout si les données tout d'un coup s'interrompent, en fait, on perd tout ce qu'on a fait avant. Enfin, vraiment, là, il y a quelque chose qui doit être très soutenable sur de très longues années. Sinon,
ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Oui, bonjour, Stéphane de Vandeuve pour magazine Terragora. J'ai une question pour Monsieur Baroki. Comment expliquez-vous, au vu de ce que vous venez de nous expliquer, que le décret de 2019 sur les distances entre habitation et traitement phytosanitaire soit aussi timoré, en tout cas pas plus radical dans la protection des habitats? À cette époque-là, je pense que c'est l'ANSES qui avait joué un rôle important et qui s'était basé sur vraiment des données très initiales sur les distances de diffusion de certains produits. C'est assez différent. Là, on est très embêté. Par exemple, quand il y a une étude actuellement qui est faite par Santé publique France et l'ANSES, qui s'appelle PestiRIF, qui voudrait étudier l'impact donc autour des zones agricoles. Fixer sur quelle distance? Si vous fixez une distance très courte, là vous avez personne, enfin, très peu de monde, donc vous ne pouvez pas faire l'étude. Si vous fixez une distance disons de 500 mètres, là vous allez peut-être avoir des gens exposés et beaucoup de gens peut-être pas si exposés que ça, et donc vous diluez votre étude et vous n'en sortez rien. C'est assez compliqué. Moi j'ai vu une étude européenne qui a pris le choix de faire à peu près 1 kilomètre. Bon, je ne sais pas sur quelle base. Honnêtement, il n'y avait pas une base très forte pour dire c'est 1 kilomètre. Ou évidemment, c'est pas les 3-4 mètres qui ont été, ou 10 mètres qui ont été dit. À un moment, l'impact, il est sans doute plus important que ça, mais on a une vraie difficulté à fixer les limites dans les études parce que vous avez envie de comparer ce qui est proche de ce qui est loin et quelle est la limite vraie, c'est assez compliqué. Donc ça ne peut être que des études avec beaucoup de monde et PestiRIF, il y a quand même pas mal de monde et on va voir ce que ça va donner. Oui, donc chez moi, il y a un maire qui s'était fait connaître pour avoir pris un arrêté municipal cassé par le Conseil d'État. Ça avait posé un problème parce que pour les élus locaux, quelle décision prendre, sur quelle base scientifique, comment aujourd'hui mesurer ce qui doit être fait ou pas fait pour les habitants? Non, on ne va pas résoudre ça tout de suite, mais c'est le boulot normalement des agences sanitaires qui conseillent les ministères et c'est leur boulot de faire ça. Ils avaient eu une commande, ils ont donné un premier résultat. Je pense que tout ça doit être maintenant remis, mais je ne pense pas que ce sera si facile que ça. Je ne pense pas que ce sera si facile que ça de donner une vraie limite et je comprends les élus locaux et les élus en général et c'est pas quelque chose qui est évident à faire. Emmanuel. La complexité relève aussi, on l'a évoqué, c'est multifactoriel. Donc ça dépend de beaucoup de facteurs et au niveau local, on peut avoir des situations très diverses. Nous, en région Grand Est, on avait fait un travail sur un transect sur 10 km, mais on était dans des conditions particulières. On était adossé à une forêt, à fond de coteau, il y avait une vigne, ensuite des grandes cultures, ensuite il y avait l'agglo, et on a identifié effectivement sur plusieurs kilomètres une trace, en quelque sorte une empreinte. Mais c'est valable dans une situation donnée, dans une géographie donnée, dans une topographie donnée. Et on se rend bien compte qu'on peut avoir des choses très différentes. Voilà. On est d'accord. C'est très, je rejoins. Oui, Il est 18h, et 18h, c'est l'heure à laquelle on s'intéresse à l'ammoniac. Mais juste avant, on remercie bien sûr nos intervenants.